Cela ne fait même pas un siècle que nous savons que notre univers est en expansion. Et avant le XXe siècle, notre espèce comprenait à peine notre propre galaxie. Alors, découvrons comment le XXe siècle a été un tournant majeur dans la compréhension de notre place dans l'univers. L'élément chimique le plus abondant de notre univers est l'hydrogène. Il se situe dans les étoiles, les nébuleuses, forcément les galaxies, etc. Cet atome émet ce qu'on appelle des raies d'émission, ce qui signifie qu'il émet des longueurs d'onde bien précises de lumière. Comme on l'a vu dans la vidéo sur l'effet Doppler, si le corps qui émet une onde est en mouvement par rapport au receveur de l'onde, alors la fréquence reçue sera modifiée. Car à l'avant, l'onde est écrasée et à l'arrière, l'onde est étirée. Avec ces informations, en 1912, un astronome américain du nom de Vesto Slipher va mesurer ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. En gros, les nébuleuses de l'époque s'éloignent, donc les longueurs d'onde des raies d'émission, comme on l'a vu, vont être plus grandes, car effet Doppler, à l'avant ça s'écrase, et puisqu'elles s'éloignent de nous là, on reçoit l'arrière, et à l'arrière ça s'étire. Ainsi, les longueurs d'onde seront plus grandes. Plus grande signifie plus étirée, et dans ce cas, on se rapproche de la portion rouge du spectre électromagnétique, d'où ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. À présent, dans l'histoire des sciences, et plus précisément en 1920, il y a eu ce qui est nommé le Grand Débat, qui a opposé principalement Arlo Shapley à Herbert Curtis. Sur quel sujet, me direz-vous? Ce débat opposait Shapley et Curtis sur la nature des nébuleuses. Pas les nébuleuses modernes, mais celles de l'époque. Maintenant, on sait que les nébuleuses sont des régions dans des milieux interstellaires qui sont très riches en gaz, et particulièrement en hydrogène, ou qui sont très riches en poussière cosmique, même si cela peut totalement être les deux. Mais à cette époque, pendant le grand débat, les nébuleuses étaient tout simplement des taches floues dans le ciel. D'ailleurs, nébuleuse vient du latin nebulosis qui signifie le flou. Mais sinon, dans ce que les astronomes observaient, il y avait de vraies nébuleuses modernes. Mais il y avait aussi des nébuleuses spirales ou ovales. Ce qui laissait penser que c'est bien plus régulier qu'un nuage, donc une vraie nébuleuse. Et c'est pour cette raison qu'il y avait un débat. Alors, Shapley disait que tout ce qu'on voit dans le ciel appartient à notre propre galaxie, et que notre Voie lactée constituait notre univers tout entier. Alors lui, ça va lui trouver le cul quand il va prendre. Et Curtis, en revanche, va soutenir que ces nébuleuses étranges étaient des îles-univers, distinctes et extérieure à notre galaxie. D'ailleurs, le terme île-univers dégagea à cette même époque pour laisser place au terme galaxie. Bon, je ne laisse pas ce suspense inexistant plus longtemps, mais évidemment, celui qui a gagné, c'est Shapley. Je plaisante, hein, Shapley disait de la merde, c'est Curtis qui a gagné. Et qui a permis de trancher le débat? C'est Edwin Hubble. Mais avant de passer à Hubble, on doit juste faire un tour en 1922. Et oui, en 1922, Alexander Friedmann, en adéquation avec la théorie de la relativité d'Albert Einstein, publie le modèle du Big Bang. À partir de là, on se fait déjà comme idée que la taille de l'univers varierait au cours du temps, et qu'il n'est donc pas statique comme on le pensait à l'époque. Maintenant, on peut avancer en 1924. Nous sommes au mont Wilson. Là-bas, un astronome du nom d'Edwin Hubble a observé la lumière vacillante émise par les étoiles de la nébuleuse d'Andromède, qui maintenant nous savons être une galaxie. Et attention, souvent on pense qu'Andromède est la galaxie la plus proche de la Voie lactée. Mais c'est faux, c'est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée. Car sinon, la galaxie la plus proche de la Voie lactée est nommée la naine du grand chien. Mais sinon, les étoiles vacillantes, donc leur lumière n'est pas très constante, sont les étoiles variables des céphéides.
Jusqu'à aujourd'hui, ces étoiles sont des repères très précieux de distance. Mais alors, qu'est-ce qu'a fait Edwin Hubble avec ces étoiles? Il a réussi à mesurer la distance qui nous séparait de la galaxie d'Andromède. Comment? Ce n'est pas réellement compliqué. Maintenant, quand on sait comment le faire évidemment, hein. L'amplitude et la fréquence des variations sont proportionnelles à l'éclat intrinsèque de l'étoile. Ce qui fait que puisqu'on sait comment la lumière de l'étoile varie, on connaît son éclat et on peut calculer sa distance. L'éclat étant forcément plus atténué quand l'étoile est lointaine, hein. Pour faire une représentation, c'est comme si vous voyez une ampoule très loin, que vous réussissez à déterminer que sa puissance est de 100 watts et que vous calculiez sa distance en comparant l'éclat de cette ampoule à celui d'une ampoule aussi de 100 watts juste à côté de vous. Ainsi, Edwin Hubble a déterminé la distance qui nous sépare d'Andromède. Et puisque la Voie lactée avait elle-même été mesurée par Shapley, on a pu constater que la distance qui nous sépare d'Andromède est beaucoup plus grande que la taille de la Voie lactée. Donc Andromède se situe forcément à l'extérieur de notre Voie lactée. Ce qui était une véritable révolution dans la compréhension de la place de l'homme dans l'univers, car il était donc rempli de galaxies autres que la Voie lactée. Donc l'église qui défendait l'anthropocentrisme, donc l'homme au centre de tout, ce n'était plus trop possible pour eux. Surtout quand on sait qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Et même après tout ça, on n'a toujours pas vu la loi de Hubble. Désolé. Après ça, Edwin Hubble a répertorié les galaxies et leurs distances. Et il a découvert que la lumière que les galaxies émettaient était décalée vers le rouge. Le fameux décalage vers le rouge. Et ce décalage vers le rouge était d'une quantité proportionnelle à la distance des galaxies. Et comme on l'a vu en début de vidéo, ça signifie que les corps s'éloignent. Et en l'occurrence, là ce sont toutes les galaxies qui s'éloignent de nous et qui s'éloignent entre elles. Pour mieux se représenter cela, vous pouvez prendre un ballon et placer des points dessus. Et vous verrez que quand on le gonfle, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Alors pourtant, certaines galaxies fusionnent et se rapprochent. Et ça, c'est parce qu'elles ne sont pas éloignées suffisamment. Car la gravité est plus forte que l'expansion de l'univers. Ce qui fait que vous avez beau par exemple reculer de 3 pas mais avancer de 5 pas, finalement vous avancerez. C'est le même principe. Et donc, la loi de Hubble, c'est le fait que plus les galaxies sont éloignées, et plus elles s'éloignent vite, avec une vitesse proportionnelle à leur distance. Et le rapport entre la vitesse et la distance est une constante nommée la constante de Hubble, qui est connue avec une précision qui serait de l'ordre de 10%. Peut-être que maintenant on ne sait plus précisément. Mais elle se situe aux alentours de 70 km par seconde par mégaparsec. C'est-à-dire qu'à une distance d'1 mégaparsec, une galaxie va à 70 km par seconde. Voilà la constante de Hubble. Alors, on la connaît aussi bien grâce aux observations faites par le télescope spatial Hubble, qui a pris le nom d'Edwin Hubble donc, mais aussi grâce aux mesures du rayonnement du fond diffus cosmologique, qui sera le sujet d'une des prochaines vidéos. Pour finir, puisque l'univers est en constante expansion, on peut remonter le fil du temps et savoir l'âge de notre univers, qui est d'environ 13,8 milliards d'années. Notre cosmos est donc équilibré dans l'explosion complète et le surplus de masse dans l'univers, qui pourrait conduire notre univers à s'effondrer sur lui-même. N'oubliez pas que la science est le futur.